Et alors, j'ai beaucoup de questions qui sont arrivées, donc on a de quoi tenir jusqu'au match de rugby sans forcer. Donc, on est sur des questions qui sont pondérées, hein. Il y a des questions de notre auditoire qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qu'on lit, sur déjà des nostalgiques qui disent comment se fait-il qu'il n'y ait plus d'enthousiasme pour l'OFA, d'autres qui sont déjà pondérés, qui considèrent qu'en fait que la notion d'OFA est une notion excessive et que, comme vous l'avez bien dit tous les deux, on est dans des horizons plutôt de... Alors toi, tu as utilisé, Francis, le terme de HOLA, et il y en a d'autres qui ont utilisé le terme de HORA, Opioid Reduced Anesthesia, donc ils sont dans des logiques assez équilibrées. Donc maintenant, je vais vous poser des questions un peu plus spécifiques et j'encourage l'assistance à continuer à en poser, hein. De temps en temps, jette un œil à droite pour voir si c'est des choses nouvelles. Euh, je voulais revenir, Hélène, sur des questions qui sont posées sur cette étude là que tu as présentée, que Francis a discuté aussi, là, cette étude POFA multicentrique française. Il y a, dans l'assistance, on se pose la question pourquoi le choix du rémifentanil spécifiquement dans cette étude, en considérant que c'est un produit hyperalgésiant, enfin voilà, le choix de cet opioïde en comparatif à la technique d'OFA. Parce que quand on a designé le groupe contrôle, on voulait vraiment un groupe contrôle qui reflète la réalité. Pas un groupe de contrôle où comme il y avait eu antérieurement, ou dans lequel il y avait que des morphiniques, et donc effectivement c'est facile de montrer une différence si on a un groupe contrôle qui est pas up to date. Et on a regardé les chiffres et on s'est rendu compte que quand même en France, le premier morphinique qu'on fait en paire opératoire, c'est du rémifentanil, c'est pas du sulfentanyl. Donc, on a fait du rémifentanil parce que c'était le reflet de ce qui se pratique tous les jours en France. Voilà. D'accord. Une deuxième question, puis après je viendrai vers Francis, toujours sur l'étude POFA. La question, en fait, revient à l'apparition de ces bradycardies, hein, que tu as cité, bradycardie sévère, et dont tu as dit que sur les 5 cas de bradycardie, elles étaient apparues plus spécifiquement au moment de l'insufflation de cédoscopie, j'ai bien compris, en chirurgie abdominale. Donc, la question de l'auditoire, c'est est-ce qu'on a affaire là à un effet du produit au sens où l'alpha-2 serait responsable d'une bradycardie, ou est-ce qu'on a un effet de déficit d'analgésie qui demanderait plutôt un surcroît d'administration d'antalgique, donc en l'occurrence, puisqu'on ne donne pas d'opioïdes, d'alpha-2? Eh bien, c'est la très bonne question pour laquelle je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que les cas de patients qui ont fait une bradycardie au moment de l'insufflation, on peut le prendre dans les deux sens, hein. C'est soit un effet cumulé de la bradycardie due aux alpha-2 agonistes plus le pneumopéritoine, qui peut avoir un effet bradycardisant, comme on le sait. Soit c'est l'inverse, un déficit d'analgésie qui fait qu'au moment où on augmente la pression intrapéritonéale, on a une bradycardie. Et alors, on a regardé les doses qu'avaient les patients au moment de l'insufflation péritonéale. Ils étaient tous dans des doses qui étaient ni en surdosage, ni en sous-dosage, qui étaient tous à peu près correctes. Donc, j'ai tendance à penser que c'est pas un sous-dosage et un déficit d'analgésie, mais je peux pas l'affirmer complètement. D'accord. Francis, une série de questions qui correspondent un peu peut-être plus à ton topo. Une question sur l'utilisation de l'OFA en ambulatoire. C'est-à-dire, est-ce que toi, dans ta pratique, est-ce qu'autour de toi ou dans la littérature que tu as observée, il y aurait un bénéfice spécifique? Et moi, je rajouterais la valence sur l'effet antiémétique, parce que comme on l'a discuté en amont, on a fait une petite étude avec Valéria Martinez sur les résultats disponibles dans la littérature, et il semble y avoir un effet antiémétique assez puissant de cette approche. Mais je pense qu'on essaye tous déjà d'utiliser le moins de morphinique possible chez les ambulants pour éviter notamment les effets de nausées et vomissements post-opératoires. Et c'est souvent une chirurgie qui se prête très bien à des blocs d'anesthésie loco-régionale. Moi qui suis en pédiatrie, c'est essentiellement les blocs de parois ou les caudales ou les choses comme ça. Et on se retrouve avec des enfants qui n'ont rien reçu comme morphinique, qui ne vomissent pas en post-opératoire et qui ont une bonne analgésie. On prend le relais tant qu'ils sont encore à l'hôpital. Donc c'est sûr qu'il y a une place, surtout parce qu'on a une chirurgie qui s'y prête sans doute mieux que les grosses chirurgies intra-abdominales ou intrathoraciques. D'accord. Une autre question puisque tu as parlé des différents substituts analgésiques qu'on peut proposer, c'est vrai qu'on a pas mal parlé de Lido, Keta, Alpha-2. Toi, tu as parlé aussi des antalgiques non morphiniques comme les AINS. Question de la salle qui mérite d'avoir une réponse, c'est quel est le niveau de
fonction rénale et de clairance de la créatinine qui autorise l'administration d'un anti-inflammatoire d'après toi? En dessous de quelle clairance on considère que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués? Moi, j'hésite à en donner quand la clairance est inférieure à 2 tiers de la moyenne. 2 tiers de la moyenne, d'accord. Voilà. En dessous, comment? Si tu donnes un chiffre, ça va éclairer notre auditoire, pourquoi pas. Mais si on met un 72, bon, oui. J'ai plus l'habitude de travailler avec les enfants, c'est pour ça que je regarde la clairance quand on en a une. Et si la créatinine est normale, disons, je n'hésite pas. Si elle est un peu élevée, ou si j'ai des facteurs favorisants, par exemple un enfant, quelqu'un qui a vomi ou qui a eu des grosses pertes périopératoires, j'hésite. Cela dit, il y a un effet des anti-inflammatoires que j'ai constaté en Belgique et dont je n'entends jamais parler en France. Ouais. C'est d'en donner à l'induction pour éviter les réactions à la manipulation de l'intestin. Ouais. Donc, on a souvent, au début d'une laparotomie, le chirurgien manipule les intestins pour faire un peu le tour du propriétaire. Et il y a pas mal de patients qui deviennent tout rouges et hypotendus, sans doute parce qu'il y a une libération de cytokine ou de bradykinin. Et on a remarqué en Belgique que si on donnait un anti-inflammatoire non stéroïdien, et on a beaucoup le kétorolac, et on le donne à l'induction, on n'observe pas ça. Ce qui est intéressant parce qu'il ne faut pas mettre de noradré ou pas remplir. Donc, voilà. Ok. Alors, une petite question encore à Francis, puis après je reviendrai vers toi, Hélène. Francis, on a parlé pas mal de la dexmédetomidine comme alpha-2, mais je sais en discutant avec toi tout à l'heure que tu as une expérience de la clonidine. Est-ce que ces problématiques hémodynamiques et bradycardie, on les retrouve avec la clonidine ou pas? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la même expérience avec la clonidine, donc des bradycardies et des asystolies lors de l'insufflation de laparoscopie à Bruxelles. C'est pas moi qui ai administré ces médicaments, mais voilà, comme tout le monde devait courir dans la salle pour rattraper ça, on en a eu plusieurs. Donc même chez des patients très jeunes. Ici, dans la série de POFA, c'était des patients un peu plus âgés. Il arrivait qu'on ait ça chez des 25-30 ans. Et donc, on avait la même question, est-ce qu'il ne dort pas assez ou est-ce que c'est l'accumulation d'effets bradycardisants, parce qu'il y a le propofol, il y a la clonidine, il y a l'insufflation, donc est-ce que c'est tout ça qui se surajoute? Ce n'était pas clair. Alors, il nous reste juste 5 minutes, donc essayez de répondre rapidement parce que ça tombe, les réponses, les questions, pardon, la salle se déchaîne. Donc, une question, Hélène, sur toujours ton étude. Est-ce que c'est assez précis, hein, c'est quelles étaient les doses de dexmédetomidine contemporaines des bradycardies? Là, il faudrait que j'ouvre le papier pour répondre. Là, je ne sais pas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Là, je ne sais pas, mais elles étaient dans le range des doses autorisées. C'est pas à l'occasion d'un bolus, par exemple. Ah non, on n'a pas. Alors, il n'y avait pas de bolus. On a fait exprès qu'il n'y ait pas de bolus. C'était que de la seringue électrique, pas de bolus, surtout dans cette étude, parce qu'on savait déjà que c'était un risque plus à risque de bradycardie. Donc, pas de bolus. Et au moment des insufflations, la dose exacte, on les a regardées, comme je vous ai dit tout à l'heure, et je ne sais plus, c'est écrit dans le papier, et je pense qu'elles étaient entre 0,7 et 1 gamma kilo, mais je ne suis pas sûre de ce que je vous dis, là. Il faudra que je regarde le papier. Et donc, un point quand même à appuyer avec vous, c'est pas de bolus d'alpha-2. Le bolus d'alpha-2 est un problème. Le bolus d'alpha-2, ça a été montré dans la littérature. Valéria l'a montré encore dans une méta-analyse il n'y a pas très longtemps. Et puis, l'expérience clinique montre que vraiment, le risque de bradycardie, il est vraiment exacerbé si on fait un bolus. Donc, si vous voulez faire des alpha-2, c'est-à-dire qu'il faut anticiper un peu, il faut prendre un peu son temps, en fait. Il faut faire une seringue électrique que vous démarrez un peu à l'avance, le temps que le patient soit imprégné, mais pas de bolus, non. Alors, ça m'amène justement à une deuxième question qui est posée à la fois par l'auditoire et par moi. Quid des opioïdes pour l'induction en fait et pour l'intubation, puisqu'on parle souvent des problèmes d'administration d'opioïdes intra-opératoires, mais pour être un peu spécifique, peut-on se passer complètement des opioïdes pour l'intubation et si oui, comment? Alors, en fait, quand on fait, moi je vais vous parler de mon expérience, mais dans POFA, il n'y avait pas du tout d'opiacés, hein. Mais c'était pour l'étude. Après, quand on se met à faire de l'OFA, c'est vrai que on se rend compte que, alors surtout si on a une ALR évidemment, qu'on peut se passer des opiacés, mais au début, on continue à faire un bolus pour l'intubation parce qu'on n'ose pas, et puis jusqu'au jour où on ose, et on se rend compte qu'on n'est pas forcément mieux ou moins bien.
mais il faut que l'imprégnation en alpha-2 elle soit quand même satisfaisante au moment où on fait l'intubation. Après, moi qui suis revenue un petit peu de l'OFA quand même, par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait une œsophagectomie avec une péridurale et la patiente, elle a reçu 10 gamma de sulfenta pour l'intubation et on n'en a absolument pas refait pendant toute l'intervention parce qu'on avait la péridurale. Donc on peut appeler ça une OFA si on veut, ou une OLA ou une ORA. Il n'y avait pas d'alpha-2 agoniste, mais il y avait une péridurale, de la kétamine et en tout et pour tout, la patiente a reçu 10 gamma de sulfenta et en post-opératoire, elle n'était pas douloureuse. D'accord. Alors, je vais revenir vers toi, Francis, sur l'analgésie post-op. Ce que j'ai bien aimé dans votre message à tous les deux, c'est que l'OFA, effectivement, a peut-être des extensions sur les conditions d'analgésie post-opératoire, mais vous avez bien souligné tous les deux que les opioïdes restaient tout à fait légitimes en post-opératoire. Il y a un autre élément qui est discuté justement par nos auditeurs et en même temps par toi, qui est le lien avec la ville. C'est-à-dire que, comme l'a souligné Hélène, la prescription d'opioïdes, lorsqu'elle est prolongée après un séjour chirurgical, expose peut-être à des mésusages. Et comment tu vois en quelques mots, parce qu'il nous reste 2 minutes, comment un anesthésiste peut faire un lien sur sa prescription opioïde avec la ville? Mais je pense d'abord qu'il faut essayer d'avoir, idéalement, il faudrait essayer d'avoir un réseau avec le généraliste, peut-être contacter le médecin traitant du patient, que le médecin traitant assume un certain suivi à domicile et ça, soit au courant des prescriptions qu'on a faites, qu'ils prennent le relais du patient, qu'ils continuent ce qu'on a terminé à l'hôpital. Et quand on regarde le dernier article que j'ai recommandé de lire dans Anesthésia sur l'analgésie par morphinique post-opératoire, ils insistent pour qu'on évite les formes à usage prolongé et les patchs. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, c'est de donner les formes à libération prolongée et disent qu'il faut essayer d'arrêter ça le plus vite possible pour revenir aux formes galéniques normales pour éviter ces usages prolongés et donc de surdoser les patients. Très bien, on arrive à la fin de cette session qui était bien équilibrée, je vous remercie. Merci pour les messages. Moi, je conclurai rapidement en disant que vous êtes tous les deux d'accord, comme avec moi et comme avec l'auditoire, qu'on n'est pas dans une position radicale de disparition des opioïdes en PEROP, on est plutôt dans une démarche raisonnée de réduction des doses, qui est déjà bien engagée avec tous les substituts que vous avez évoqués, la loco-régionale, la kétamine, la lidocaïne, les alpha-2, chacun nécessitant un apprentissage pour les utiliser de façon optimale. Et puis que tout ça nous conduira à une réflexion on va dire, de médecine personnalisée, que ce soit à la fois pendant le péropératoire et le post-op. J'aurais d'autres questions à vous poser, mais je crois qu'on arrive à notre fin de session. Donc, merci à tous les deux et merci à la salle qui était... Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.